Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, avant de présenter cette communication, je voudrais remercier très vivement le professeur Jean-Jacques Hublin qui me fait le plaisir et l'honneur de m'inviter dans cette prestigieuse maison, et je lui en suis gré. Les interventions de mes collègues d'aujourd'hui ont principalement été centrées sur la représentation de l'homme fossile, mais cette quête de nos origines a été animée par des générations de chercheurs dont les statuts, les méthodes et même l'image ont évolué au fil du temps. Dans un livre récent, je me suis intéressé aux photographies anciennes, donc en 2020, et à leur utilisation par des éditeurs de cartes postales. Le professeur Hublin m'a donc sollicité pour essayer d'illustrer comment ces préhistoriens et archéologues du passé nous apparaissent-ils aujourd'hui au travers de l'objectif de ces photographes anciens, et de tenter de les comparer avec l'image de leurs émules d'aujourd'hui. Mais avant toute chose, il convient de dire quelques mots sur les matériaux utilisés. Sous la Troisième République, profitant du grand engouement du public pour la préhistoire et l'archéologie, des éditeurs ont diffusé à profusion des photographies de fouilles archéologiques, de grottes préhistoriques, de monuments mégalithiques ou antiques, sous forme de cartes postales. Le premier tiers du XXe siècle, d'ailleurs, fut le véritable âge d'or de la carte postale. Des millions de cartes postales ont été envoyées des quatre coins de France et des quatre coins d'Europe. Parfois même, et la chose est intéressante, adressée par des préhistoriens eux-mêmes. Nous avons ici, au bas de la correspondance, la signature de l'abbé Breuil, du comte Bégoin, de l'abbé Buissoni, excusez-moi du peu. Des cartes donc adressées par des préhistoriens à d'autres préhistoriens. Il se trouve que cette carte-là a été adressée au professeur Marcelin Boule du Muséum national d'histoire naturelle. Cette iconographie originale ne doit pas donc être négligée, car elle illustre un moment essentiel de l'histoire des recherches. En même temps, les photographes ont souvent saisi des animations ou des scènes de la vie quotidienne particulièrement pittoresques, mais ils ont aussi fixé les pionniers de la préhistoire et de l'archéologie au travail, ou en tout cas dans des postures dans lesquelles ils voulaient être montrés. La carte postale reprend donc des photographies, mais destinées à être largement diffusées. Il n'était donc pas anodin de se faire éditer sous cette forme. Et nous allons commencer donc notre exploration du sujet par un bond de 100 ans en arrière. Nous allons revenir à la Belle Époque et nous avons, pour ouvrir cette section, une photographie donc diffusée en carte postale qui nous montre en fait Salomon Reinhard, qui était le conservateur en chef du musée des Antiquités nationales, devenu aujourd'hui musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, au retour des fouilles de Glozelle, donc on est dans l'Allier. Je dirai quelques mots plus tard sur ces fouilles de Glozelle, et il rentre du champ de fouilles en charrette à bœufs. C'est une situation assez burlesque, et d'ailleurs, sous le regard, je suis allé trop vite, voilà, je me suis tombé de bouton, sous le regard un peu goguenard de son collègue, l'épigraphiste Émile Espérandieu, qui était membre de l'Institut, et qui prend un petit plaisir à se moquer de son collègue qui passe devant lui dans cette charrette. J'avais donc dépeint dans le livre cité au début une belle époque de l'archéologie. Entendez par là qu'au tournant du XIXe et du XXe siècle, l'archéologie a connu un très grand engouement. Je vous livrerai ici une citation qui en vaut 100. Elle nous vient de l'archiviste et historien Georges Tholin, qui dirigeait les archives départementales de Lot-et-Garonne, qui, dans un livre de souvenirs paru en 1890, avait écrit ceci, je cite, « Être archéologue, ce n'est point du tout, comme on le pense, une spécialité. On vous a dit certainement bien des fois, vous êtes archéologue, comme on dirait, vous êtes notaire. Eh bien, il faut en rabattre, j'en suis charmé. Tout le monde fait de l'archéologie comme M. Jourdain faisait de la prose. » Ainsi donc, quantité de gens, d'une certaine façon, se piquèrent d'archéologie et de préhistoire. C'était devenu un divertissement et un passe-temps à la mode pour la bourgeoisie éclairée, pour les gens d'église, pour les instituteurs de village, pour les médecins, et même parfois pour certains aristocrates légitimistes qui avaient renoncé à la politique ou qui avaient été forcés de renoncer à la politique et qui cherchaient à occuper leur journée. Vous avez ici donc une carte postale qui nous montre un chantier de fouilles en Périgord. C'est une fouille qui avait eu lieu sous l'abri du Pas Estret à Saint-André-d'Alas, on est dans le Sarladais. Donc une fouille qui était menée par un érudit local qui s'appelait Ampoulange. Et nous le voyons ici au travail avec l'abbé Lassor qui fouille en soutane. Donc ils sont en train de dégager une sépulture multiple du néolithique. Donc on voit évidemment l'ecclésiastique en soutane et à l'arrière on a des familiers, notamment des dames portant chapeau qui assistent à la fouille et on est dans une ambiance tout à fait pittoresque et charmante, j'allais dire presque de dimanche, d'amusement du dimanche. C'était aussi l'époque où on visitait les chantiers de fouilles ou les sites archéologiques
endimanchés, les hommes portant costumes de ville, canotiers, col celluloïde, les dames en grands atours. Et là, nous voyons une scène en fait, qui correspond à une visite du chantier de fouilles d'Alésia par les congressistes du Congrès préhistorique de France de 1907. Et tout ce beau monde donc, allait déambuler pour aller voir le chantier de fouilles qui se déroulait simultanément donc, sur le site d'Alésia. Alors n'oublions pas que nous sommes à la belle époque, et qu'à cette époque-là, on savait se tenir à table. C'était la grande époque des banquets républicains. Les préhistoriens n'échappaient pas au phénomène, et eux aussi se tenaient bien à table. Nous avons ici une carte postale qui a été éditée suite au Congrès préhistorique de France de 1908, où on voit donc nos ancêtres préhistoriens faisant bonne chère et se tenant donc bien à table, avec notamment tout un alignement de bouteilles de vin. Je pense que les séances de l'après-midi devaient être dans une ambiance détendue. C'était aussi le temps où la recherche de beaux objets pour approvisionner les collections privées dans une ambiance de concurrence entre les chercheurs battait son plein, et cela entraînait un véritable pillage du patrimoine archéologique. Certains collectionneurs n'hésitaient pas à se mettre en scène. Nous avons ici un collectionneur bourguignon, donc de Lyon, qui s'est fait photographier avec ses collections d'outils lithiques qu'il a lui-même disposées sur de grands panneaux. Ça ressemble fortement à des trophées de chasse. Il exhibe donc sa collection, j'allais dire publiquement, puisqu'ensuite c'était diffusé sous forme donc, de cartes postales. C'était également l'époque où des érudits collectionneurs se plaisaient à poser dans leur cabinet et à montrer leurs trésors ainsi accumulés. Nous avons ici François Dallot, le Girondin, qui est très connu, puisque c'est l'homme qui a révélé les gravures pariétales de la grotte de Père-non-Père, donc dans le nord du Bordelais. Et là, il est photographié donc, en 1911 dans son cabinet, dans sa maison particulière de Bourg-sur-Gironde, on est dans le nord du Bordelais, cabinet particulier dans lequel il avait accumulé des milliers de pièces archéologiques. Et d'ailleurs, il se plaisait à ouvrir ses collections à tous les visiteurs de passage. Il tenait un registre où de grands noms de l'archéologie n'ont pas hésité à apposer leur signature. Au passage, il y a un livre récent qui vient de sortir sur François Dallot, et les carnets de fouilles de François Dallot viennent d'être édités aussi aux éditions Jérôme Millon, au passage. Les fouilles de cette époque se déroulaient évidemment en dehors de toute législation et avec des méthodes pour le moins expéditives, et je vais essayer de vous livrer ici un petit florilège. On creusait à l'époque, ou plus exactement on piochait à la va-vite dans les niveaux archéologiques. Ici on voit en 1924 un puisatier auvergnat, M. Bonabry, qui montre clairement au photographe comment il procédait pour exhumer les squelettes d'une nécropole de la fin de l'âge du fer. Donc vous voyez, pioche en main, il regarde le photographe, vous voyez, ça va vite. Effectivement, à ce rythme-là, on peut dégager des sépultures en grande quantité et rapidement. Donc voilà une image assez cocasse de cette époque. Faut-il rappeler aussi que c'est une époque où on faisait appel à des terrassiers qui étaient souvent rémunérés pour faire cette besogne, et terrassiers qui étaient payés soit par des érudits collectionneurs, soit par des sociétés savantes. Là, nous avons toute une équipe armée de pelles et de pioches. On distingue même au deuxième plan un wagonnet de mine monté sur rail. Nous sommes donc sur les fouilles d'Alésia en 1910. Et cette équipe de terrassiers œuvrait en fait pour le compte de la Société des sciences historiques et naturelles de Semur en Auxois. La chose n'est pas du tout banale. On retrouve d'autres cartes qui mettent en scène des équipes équipées avec les mêmes outils, pelles et pioches. Là, nous sommes encore en Bourgogne. C'est une fouille sur un tumulus protohistorique qui se déroule donc à Villeneuve-les-Convers en 1913. Et vous voyez là aussi donc, toute l'équipe armée de pelles et de pioches. Autant vous dire que les fouilles étaient menées promptement. Alors, cette photo me tient particulièrement à cœur parce que je trouve qu'elle est le reflet, vraiment, la saveur d'une archéologie de la belle époque, d'une archéologie d'autrefois. Nous sommes en fait en Vendée, sur les bords du marais Poitevin, et en fait, un érudit local, un architecte, Louis Brochet, que vous voyez ici assis sur un pliant ou sur une chaise, il devait faire très chaud, comme aujourd'hui, puisque l'architecte et son adjoint ont sorti leur veston, ils ont osé sortir leur veston, eux. Il est protégé par un parasol, donc imaginez la météo, et devant, vous avez toute une équipe, une escouade, on pourrait dire, de terrassiers qui s'échinent à dégager les tronçons d'une voie romaine. Alors je précise, on est bien en Vendée, on n'est pas en Égypte ou au Proche-Orient. Voilà comment on procédait il y a 100 ans par chez nous.
Je vous avais promis qu'on reparlerait de Glozelle. Donc voici une carte postale. Il y a eu des tas de cartes postales éditées sur les fouilles de Glozelle. Celle-ci est assez intéressante puisqu'on voit en fait comment procédaient les fouilleurs sur ce site. En fait, chacun creusait son trou dans son coin et en fait cratérisait, comme on dit en archéologie. Et donc, ça donne une impression de terrain complètement ravagé. Et d'ailleurs, je vais vous lire quelques lignes qu'avait écrit à l'époque le professeur Louis Capitan, qui était professeur en ces murs même, à propos des fouilles de Glozelle. Donc, je le cite. « Je fis le tour des fils de fer barbelés, circonscrivant l'espace, rappelant les champs de bataille de la guerre ravagés par les obus. » Je crois qu'on ne peut pas être plus clair que la description de Capitan. Je ne m'étendrai pas sur Glozelle, sur toute la controverse qui tourne autour des objets trouvés à Glozelle. Je crois savoir qu'il y a un livre en préparation pour la fin de l'année, donc je pense que toute personne intéressée aura de quoi satisfaire sa soif de curiosité en attendant quelques mois. Bien sûr, dénués de tout scrupule, les fouilleurs privilégiaient la récolte de pièces mobilières en négligeant totalement le contexte stratigraphique dans lequel elles se trouvaient. Nous avons ici une carte qui met en scène... Voilà, je me trompe de bouton, qui met en scène donc M. Ernest André, qui était un cultivateur de l'Aveyron, et il s'était rendu compte lors d'une partie de chasse qu'à proximité de sa maison, il y avait une grotte qui recelait des dépôts funéraires néolithiques, et donc il s'est mis en tête de fouiller promptement la galerie sépulcrale. Et donc il décide de prendre la pose endimanchée, derrière un pupitre où il présente en fait ses maigres découvertes. Mais l'intérêt de la photo n'est pas là, observer au sol tout le matériel anthropologique de la grotte qui est totalement négligé au sol et il met en évidence par contre quelques petites pétouilles archéologiques en négligeant le reste, ce qui est probablement le plus intéressant dans cette fouille. Parfois, les fouilleurs se plaisaient aussi à se mettre en scène devant leur découverte, un petit peu comme un chasseur devant son palmarès de chasse. Et ici, nous voyons le docteur Voineau, donc, qui prend la pose au pied d'un squelette de guerrier mérovingien. On remarque d'ailleurs le scramasax au niveau du bassin. Donc, squelette qui venait de dégager dans une nécropole qu'il fouillait. Il faut dire que Voineau fouillait pour l'époque de manière assez précise et en ayant recueilli des informations de bonne qualité. En fin de compte, donc, beaucoup de gisements ont été fouillés trop tôt par ces archéologues collectionneurs. Beaucoup d'ailleurs subirent de graves préjudices. Certains même ont reçu de surcroît d'affres et d'irrémédiables destructions. Et je vais évoquer cette question avec quelques clichés choisis. Nous sommes ici aux Aïzis, donc dans la vallée de la Vézère, en Périgord, au lieu de la préhistoire, et au cours d'une période assez brève, mais trop longue pour certains, entre 1898 et 1914, un Suisse allemand du nom de Otto Hauser est venu s'installer aux Aïzis. Il loua un certain nombre de gisements et ensuite il s'est adonné au commerce du produit de ses recherches. L'affaire la plus controversée qui a impliqué Hauser et qui a d'ailleurs à l'époque suscité l'ire des archéologues français, c'était la découverte d'un squelette néandertalien en fait au Moustier qu'il a vendu au musée de Berlin quelques années à peine avant la Grande Guerre. Donc imaginez la fureur des archéologues français. Donc Hauser ne prenait pas du tout de précautions, il engageait des terrassiers. Et donc là, nous sommes sur le site de Laugeriotte, qui est un site emblématique des Aïzis. Et observez sur la photo les terrassiers armés de baramines et surtout observez l'état du gisement totalement vandalisé. Et je crois que cette image parle d'elle-même, on n'a pas besoin de rajouter de commentaires particuliers. Sur un autre site des Aïzis, le site de la Micoque, qui est aussi un site iconique du Paléolithique ancien et moyen, Hauser fit ouvrir une très importante tranchée. Vous avez ici une taille humaine, donc vous voyez un petit peu la dimension considérable de la tranchée, qui a littéralement éventré le gisement. Et on peut imaginer aisément la perte considérable d'informations lors du creusement de cette tranchée. Alors, je termine par une dernière vue justement d'un site saccagé au cours de la Belle Époque. Nous sommes ici en Seine-et-Marne. Nous sommes sur la propriété d'un cultivateur, M. Lapille, qui un beau jour décide, donc nous sommes en 1909, décide de mettre en culture un pré.
Et il se rend compte que sous le pré, il y a une nécropole mérovingienne, donc il y a des sarcophages. Et dans son idée, ces sarcophages doivent contenir des richesses qu'il va pouvoir vendre, ou tout au moins des parures en métaux précieux. Et donc, il va s'employer promptement à fouiller, et j'ai mis « fouille » entre guillemets, ces sarcophages, et on voit très clairement sur la photo des cuves qui ont été complètement vidées. Vous avez les ossements qui gisent tout autour. Évidemment, il n'a pas trouvé de richesse particulière, mais en tout cas, le site a été complètement détruit. Et j'allais dire, c'est une vision qui ferait bondir aujourd'hui nos collègues médiévistes, naturellement. À l'époque, les voix de plusieurs sommités académiques s'étaient élevées pour dénoncer de tels abus. Même de grands débats se sont engagés, et ces débats firent grand bruit dans le monde archéologique. D'un côté, nous avons les partisans d'un encadrement des opérations de terrain, qui en appelaient même aux législateurs, qui souhaitaient même l'interdiction pure et simple de fouilles aux personnes non qualifiées. Et face à eux, nous avions les tenants d'une liberté totale d'action, stimulatrice, pensait-il, pour la recherche scientifique, et qui invoquait les libertés individuelles et le droit de propriété. Et au final, au bout du compte, il a fallu attendre, comme chacun sait, la loi Carcopino de 1941, qui encadre les fouilles archéologiques, pour mettre un terme à ces jours heureux de ces amateurs collectionneurs. Et si vous le voulez bien, on va faire un petit bond dans le temps, on va faire un bond de 100 ans, et on va voir en parallèle la vision des préhistoriens et des archéologues d'aujourd'hui. Alors évidemment, 100 ans plus tard, l'archéologie et la préhistoire sont peu à peu institutionnalisées, professionnalisées, féminisées. On n'a pas vu beaucoup d'hommes précédemment. Mais les archéologues ne sont plus des amateurs collectionneurs, ce sont désormais des universitaires, des chercheurs au CNRS, des personnels de la sous-direction de l'archéologie du ministère de la Culture, dont la plupart composent les effectifs des services régionaux de l'archéologie dans les DRAC régionales, des personnels de l'Institut national de la recherche archéologique préventive, des personnels de services départementaux, de services de collectivités territoriales, comme des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Les fouilles sont aujourd'hui parfaitement encadrées. Il y a le Conseil supérieur de la recherche archéologique. D'ailleurs, je salue au passage Mme Anne Leherth, qui en est la vice-présidente aujourd'hui, et qui est parmi nous. Il y a eu des lois sur l'archéologie préventive qui encadrent les grands travaux. Bref, l'image des préhistoriens et des archéologues a beaucoup évolué. Les méthodes de fouilles sur le terrain ont progressé. Elles se sont faites plus minutieuses, plus techniques. Je n'ai pas rentré ici dans le détail, ce n'est pas l'intérêt de mon propos, mais retenez qu'en quelque sorte, les pelles et les pioches ont laissé place aux pinceaux et aux outils de dentiste. Lors des fouilles, on ne brouette plus promptement les déblais. Au contraire, on procède à un tamisage systématique des sédiments, qui permet d'ailleurs de récupérer une foule très importante d'informations, très précieuses. Aujourd'hui, lorsque l'on fouille des sépultures, il y a systématiquement la présence d'anthropologues de terrain, et le défunt est devenu central, c'est-à-dire que le matériel anthropologique est étudié avec soin et respect. On ne va pas trouver sur les chantiers des ossements dispersés, jetés au sol. Au contraire, ils sont traités avec beaucoup d'attention. Désormais, on fouille des décennies entières le même gisement et on ne vidange plus en quelques jours le contenu d'un site. Vous avez ici une vue de la fouille de la cône de l'Arago à Tautavel, qui est fouillée depuis 1964 par le professeur de Lumley et son équipe, annuellement. Alors que si ce site avait été fouillé à la Belle Époque, en quelques mois, la grotte aurait été curée. Les préhistoriens et les archéologues dressent des relevés, dessinent des coupes stratigraphiques, bref, ils ne courent plus après le bel objet et se préoccupent davantage des contextes dans lesquels se trouvent les artefacts. Les chercheurs sont devenus peu à peu ultra spécialisés, tant sur des fourchettes chronologiques que culturelles ou encore technologiques. L'image de l'érudit polyvalent a peu à peu disparu pour laisser la place aux experts. Et voici l'image d'aujourd'hui plutôt. Les sciences dures ont été mises à contribution. Alors déjà depuis les années 50, avec l'invention du radiocarbone qui a complètement révolutionné la manière de dater les gisements, mais aujourd'hui c'est la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité qui sont de rigueur. Les blouses blanches de laborantins, les binoculaires sur les paillasses de laboratoire, les écrans d'ordinateur ont remplacé l'école en celluloïd et les ouvriers terrassiers.
L'archéologie expérimentale, d'ailleurs, s'est greffée dessus et aujourd'hui cherche à reproduire les gestes techniques oubliés au cours du temps, comme la taille du silex, la production de poterie, la fabrication de petits mobiliers, la métallurgie. Du coup, c'est une multitude de disciplines qui sont venues apporter leur concours et leur contribution à une meilleure connaissance de l'homme et de ses activités. Je vais en évoquer certaines, mais la liste est très longue. Nous avons les palynologues, qui dévoilent les paysages végétaux par l'étude des pollens conservés dans les sédiments. Nous trouvons les carpologues, qui scrutent les productions végétales au travers des graines recueillies lors des tamisages donc des sédiments des couches archéologiques. Nous trouvons les dendrochronologues qui, par l'étude des cernes du bois, permettent d'apporter des précisions en termes de datation, parfois même des indications d'ordre climatique. Nous avons les archéozoologues qui dissèquent l'alimentation carnée de nos ancêtres en étudiant les restes de faune présents sur les sites. J'en passe et je vous prie de me pardonner si j'ai oublié quelques disciplines qui contribuent à cette meilleure connaissance de l'homme. Et nous avons maintenant des généticiens qui viennent apporter leur pierre à l'édifice. Néanmoins, entre nos préhistoriens de la Belle Époque et nous, il y a eu un phénomène qui a contribué pour longtemps à forger une image populaire de l'archéologue. Et Jean-Jacques Hublin, lorsqu'il m'a sollicité pour cette communication, a bien insisté pour que je me risque à cette parenthèse, alors promesse tenue. Je terminerai donc par celle-ci. L'image populaire qui persiste, le modèle Indiana Jones. Alors, avant de poursuivre mon propos, j'en appelle naturellement au sens de l'humour et à l'autodérision de chacun d'entre nous. En 1981, donc, sort sur les écrans Les Aventuriers de l'Arche perdue, qui met en scène l'aventurier archéologue, donc Indiana Jones, américain. Et par la suite, donc, il y a eu 4 films réalisés par Steven Spielberg qui ont popularisé et médiatisé cette figure de l'archéologue aventurier sur plusieurs générations. Le paléanthropologue américain Lee Berger, dénoncé par Jean-Jacques Hublin, apparaît très fréquemment donc, dans les médias et même dans certains congrès internationaux en portant chapeau, veste ou blouson de cuir, un peu à l'image du héros de fiction. Les photographes sont friands de ce genre de mise en scène et les médias dans leur globalité aussi. Les journalistes ont également fait de l'égyptologue Zahi Hawass l'Indiana Jones égyptien. Et lui aussi, lors de son heure de gloire sous la présidence de Moubarak en Égypte, prenait plaisir à se mettre en scène devant les caméras ou devant les appareils photo, coiffé de son célèbre chapeau Stetson. À tel point d'ailleurs que des répliques du chapeau de Zahi Hawass se vendent dans des boutiques souvenirs au Caire, et sachez que pour 45 $, vous pouvez repartir avec un chapeau et en prime la photo dédicacée de Zahi Hawass. Ce genre d'anecdote ne s'invente pas. Et d'ailleurs, le Courrier international n'a pas manqué de publier un dessin de presse sur lequel il est grimé en Indiana Jones, faisant claquer le fouet. Donc, voyez. Alors, inconsciemment ou volontairement, plusieurs de nos collègues sont apparus dans les médias avec une partie de la panoplie de l'archéologue aventurier. Ici, un préhistorien de l'INRAP en mission en Afrique. Là, un archéologue de l'ouest de la France lors d'un passage dans une vidéo sur Internet. Ici, un conservateur d'un célèbre muséum du Midi de la France. Certains reconnaissent. Enfin, un ancien chercheur de cette même maison. Dans le dernier Indiana Jones, sorti en 2008, l'archéologue est sur la piste d'un crâne de cristal. Je ne vais pas développer ici à propos de cet objet qui a fait fantasmer beaucoup de personnes, ou alors à la limite relisez La tête d'obsidienne d'André Malraux. Remarquez par contre la posture sur cette image du héros qui tient entre ses mains l'objet de sa quête. Donc vous avez bien mémorisé la posture. Un photographe a pris un malin plaisir à faire poser donc Pascal Pic, bien connu dans ces lieux, avec un chapeau vissé sur la tête, bien qu'il ne s'agisse pas du fedora d'Indiana Jones, dans une attitude qui rappelle fortement l'image précédente, à moins qu'on puisse y voir une référence shakespearienne, to be or not to be. Les photographes ont également saisi notre collègue Philippe Charlier, qui dirige le département de recherche et d'enseignement du musée du Quai Branly, baptisé d'ailleurs par les journalistes français l'Indiana Jones des cimetières, dans une posture semblable, ici avec le crâne momifié et présumé d'Henri IV.
Mais le professeur Coppens n'a pas échappé non plus à ce type de posture et prend la pose donc avec un crâne dans chaque main. Pour ne pas être en reste, un photographe du Midi Libre a saisi de la même manière le professeur de Limley à l'occasion des 50 ans de la découverte du crâne de l'homme de Tautavel, sur les lieux mêmes de la découverte. Mais notre auteur d'aujourd'hui n'a pas échappé non plus à cette posture. Et on peut le constater au travers de l'objectif d'un photographe de l'AFP. Je terminerai enfin par un petit clin d'œil qui nous ramène au cœur même de la thématique de cette journée, avec les artistes de la préhistoire, mais vu par un dessinateur de presse contemporain. Il s'agit en l'occurrence de Michel Ituria, qui est le dessinateur iconique du grand quotidien régional Sud-Ouest. Et Michel Ituria œuvre pour Suez depuis 1964, c'est-à-dire aussi loin dans le temps que les fouilles de Tautavel. Et il m'avait fait grand plaisir, il y a quelques années, à m'offrir ce dessin, un dessin sur lequel on voit deux artistes paléolithiques, deux hommes, je précise, représentés un peu hirsutes, barbus, ébouriffés, recouverts de peau brute de bête. Décidément, les clichés ont bien la vie dure. Je vous remercie de votre attention.